Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et votre fidélité à l'émission de Franck Ferrand fait plaisir à voir. Pour la 200e d'Au cœur de l'histoire, l'historien d'Europe 1 nous propose une semaine spéciale consacrée à de grands personnages racontés par leurs descendants. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Cela fait 1 an, figurez-vous, que nous nous retrouvons comme ça quotidiennement sur cette antenne, comme dans les années 2003-2004, pour évoquer les grandes pages de l'histoire. Alors, à l'occasion de cette semaine spéciale, j'ai demandé au prince Michel de Grèce de venir nous parler de Louis-Philippe, à Emmanuel Breguet de nous raconter Louis Breguet. Nous parlerons aussi de Berthe Morisot et de Saint-Exupéry en compagnie de leurs arrière-petits-neveux respectifs. Et pour ouvrir le feu, vous avez invité deux sœurs bien connues des auditeurs d'Europe 1. Et oui, Ariane et Béatrice Massenet, elles ont l'habitude tous les samedis d'évoquer des histoires de famille. Eh bien aujourd'hui, ce sont elles qui sont sur la sellette. Le nom qu'elles portent est en vogue puisqu'on célèbre en 2012 le centenaire de la mort de leur arrière-arrière-grand-oncle, le compositeur Jules Massenet. Massenet vu par les sœurs Massenet, ou comment bien commencer la semaine. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une porte massive qui tourne sur des gonds énormes donne accès côté rue au vieil hôtel, l'ancien pavillon de la duchesse de Longueville, la Frondeuse, belle bâtisse bordée d'une terrasse d'où l'on domine les deux vallées, celle de la Seine et celle de l'Andelle. C'est là, dans un des plus beaux coins de la belle Normandie, à Pont-de-l'Arche, qui accueillera aussi Octave Mirbeau, puis Jacques-Henri Lartigue, c'est là que s'est installé Jules Massenet en 1894 avec son épouse Ninon. Elle s'appelle en vérité Louise Constance de Grécy. Elle était jadis l'élève de Franz Liszt, figurez-vous, à la Villa Médicis à Rome, où Jules, qui lui-même était Grand Prix de Rome, l'a rencontré. Le grand salon blanc, aux boiseries sculptées en plein chêne, ce grand salon ouvre sur la fameuse terrasse par 3 portes-fenêtres et au-dessus 3 fenêtres éclairent également la belle chambre où travaille le compositeur. Il travaille sur une table du XVIIe comme la maison, chinée à Rouen chez un antiquaire. C'est là que les Massenet s'installent généralement pour l'été. Jules travaille matin et soir. En vérité, c'est bien simple, il travaille toujours, même l'été, surtout l'été puisque à la belle saison, les jours sont plus longs et qu'on voyage moins. Car il faut vous dire aussi que Jules et Louise Massenet sont de grands voyageurs. De Londres à Bayreuth et à Milan, on les rencontre fréquemment dans les capitales européennes de la musique. Alors il faut vous dire que dans tous ces lieux majeur de la musique, Massenet est accueilli comme le Messie. Il est fêté, choyé, adulé. Qui est-il au fond, ce Jules Massenet? Il est le fils d'un industriel, un fabricant de lames de la région de Saint-Étienne. C'est le petit dernier d'une famille de 12 enfants, nous allons y revenir. Il s'est tout de suite révélé très doué pour la musique, extrêmement précoce. À 6 ans, il arrive à Paris et il entre au conservatoire. Il sortira bien plus tard premier prix de piano, premier prix de contrepoint et même encore plus tard Grand Prix de Rome donc, grâce à l'enseignement de son cher maître Ambroise Thomas. Jules a 20 ans à peine quand il compose ses premiers opéras. Il en aura 36 lorsqu'il sera nommé professeur au conservatoire, mais évidemment, sa carrière n'est pas là. Car lui, ce qu'il aime, c'est le théâtre. Et par théâtre, entendez l'opéra, auquel il donne quelques-uns des plus grands succès de l'époque, Manon, Werther, Thaïs, la Navarraise. Dès que les jours raccourcissent, les voici, on est là à la fin de l'été 1895, voilà les Massenet à Nice, à l'hôtel de Suède. Sachant que l'on répète au même moment la Navarraise à la Scala, Massenet décide d'aller passer à Milan une dizaine de jours, et là je lui cède bien volontiers la parole. Je cite donc Jules Massenet lui-même dans ses souvenirs. Comme je savais Verdi à Gênes, je profitais de mon passage par cette ville sur la route de Milan pour aller lui rendre visite. En arrivant au premier étage de l'antique palais des Doria où il habitait, je pus déchiffrer, dans un couloir sombre, sur une carte clouée à une porte, ce nom qui rayonne de tant de souvenirs d'enthousiasme et de gloire, Verdi. Ce fut lui qui vint m'ouvrir, je restais tout interdit.
Sa franchise, sa bonne grâce, la noblesse accueillante que sa haute stature imprimait à toute sa personne eurent bientôt fait de nous rapprocher. Je passais en sa compagnie quelques instants d'un charme indéfinissable, causant avec la plus délicieuse simplicité dans sa chambre à coucher, puis sur la terrasse de son salon, d'où l'on dominait le port de Gênes, et par-delà la haute mer dans l'horizon le plus lointain. J'eus cette illusion qu'il était lui-même un Doria, me montrant avec orgueil ses flottes victorieuses. En sortant, il y a quelque chose, évidemment, c'est le style de l'époque, on est à la belle époque. Oui. En sortant de chez Verdi, continue Massenet, je fus entraîné à lui dire que, maintenant que je lui avais rendu visite, j'étais vraiment en Italie. Comme j'allais reprendre la valise que j'avais déposée dans un coin sombre de la grande antichambre où se remarquaient de hauts fauteuils dorés dans le goût italien du XVIIIe siècle, je lui dis qu'elle renfermait des manuscrits qui ne me quittaient jamais quand je voyageais. Verdi, se saisissant brusquement de mon colis, me déclara qu'il agissait absolument comme moi, ne voulant jamais se séparer de son travail en cours, que j'eusse préféré que ma valise contint sa musique plutôt que la mienne. Le maître m'accompagna ainsi jusqu'à ma voiture, après avoir traversé les jardins de sa seigneuriale demeure. Il a été marqué, visiblement, Jules Massenet. Il rentre à Paris pendant l'hiver 96, et c'est pour apprendre avec une grande douleur, c'est pour apprendre la mort de son cher professeur, de son cher maître Ambroise Thomas, l'auteur de bien des opéras, dont Mignon. Ambroise Thomas, auquel on doit aussi, soit dit en passant, la version définitive et officielle de la Marseillaise. Thomas était le directeur du Conservatoire national et, naturellement, à sa mort, tous les regards se tournent vers Jules Massenet. D'ailleurs, le ministre de l'Instruction publique ne va pas tarder à le convoquer. Il se trouve que ce ministre, Rambaud, est son collègue à l'Institut, à l'Académie des Beaux-Arts, de même d'ailleurs que le directeur des Beaux-Arts qui s'appelle Roujon. « Mon cher ami, dit le ministre à Massenet, voulez-vous la direction du conservatoire ?» Voilà, c'est une question simple, le genre de proposition qui, dans la bouche de celui qui l'a fait, paraît être un cadeau inespéré, mais dont le bénéficiaire sent qu'il s'agit d'un cadeau empoisonné, pour ne pas dire d'un piège. Massenet, c'est évident, aurait beaucoup aimé inscrire ses pas dans ceux de son maître Thomas, devenir à son tour le grand patron de la musique en France. Mais à quel prix ? Pour un peu de composition, combien de représentations officielles, de charges lourdes, d'obligations administratives, combien de temps perdu ? Aussi bien, et c'est une chose rarissime, on va voir le récipiendaire décliner l'offre magnifique qui vient de lui être faite. Oui, Massenet refuse, selon ses propres termes, d'interrompre sa vie de théâtre. Autrement dit, ce qu'il aime, lui, c'est composer des opéras. La direction du conservatoire, charge prestigieuse s'il en fut, ne lui permettrait plus d'avancer dans son œuvre. Eh bien, il va donc refuser. De sa part, c'est faire preuve d'une profonde sagesse, me semble-t-il, que de refuser cette offre. Qu'on se le dise, Monsieur Massenet est libre comme tout créateur.
Massenet se sent complètement affranchi par son refus de ce poste au conservatoire. Il est d'un seul coup libre comme l'air. Et délaissant une fois, en tout cas pour une fois, Pont de l'Arche et sa vue fabuleuse, le voilà qui entraîne son épouse à la montagne en Auvergne. Jamais Jules ne s'était senti aussi libre, aussi heureux de travailler, de créer. Et son nouvel opéra, Sappho, sera un chef-d'œuvre. Nous habitions une villa, se rappellera-t-il beaucoup plus tard, où je me sentais si loin de tout, de ce bruit, de ce tumulte, de ce mouvement incessant de la ville, de son atmosphère enfiévrée. Nous faisions des promenades, de grandes excursions en voiture, à travers ce beau pays tant vanté pour la variété de ses sites, mais alors encore trop ignoré. Nous allions silencieux. Le seul accompagnement de nos pensées était le murmure des eaux qui couraient le long des routes et dont la fraîcheur venait jusqu'à nous. Parfois, c'était le bruit jaillissant de quelques sources qui interrompaient le calme de cette luxuriante nature. Les aigles aussi, descendant de leurs rocs escarpés, ces jours du tonnerre, suivant le mot de Lamartine, venaient nous surprendre en un vol audacieux, faisant retentir les airs de leurs cris aigus et perçants. Tout en cheminant, mon esprit travaillait, et au retour, les pages s'accumulaient. J'étais passionné pour cet ouvrage et je me réjouissais à l'avance de le faire entendre à Alphonse Daudet, un ami bien cher que j'avais connu alors que nous étions jeunes tous deux. Et Massenet ajoute, dans ma carrière déjà longue, 4 ouvrages m'ont surtout donné des joies que je qualifierais d'exquises dans le travail. Marie-Madeleine, Werther, Sappho et Thérèse. Voilà donc un homme, un grand compositeur, qui aura su, au moment où se présentaient les charges honorifiques rançon de toute gloire, qui aura su leur tourner le dos pour mieux se consacrer à son art. Un bel exemple, amplement récompensé par le succès de Sappho et des autres œuvres. Il y a tellement d'artistes maudits ou malheureux d'un côté, tellement de carrières dévoyées de l'autre par le succès. Eh bien, pour une fois, laissez-moi saluer la sagesse et l'équilibre d'un créateur qui a su préserver sa gloire en restant fidèle. On rend hommage aujourd'hui au grand compositeur Jules Massenet. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et dans le cadre de notre semaine spéciale consacrée à de grands personnages racontés par leurs descendants, nous recevons aujourd'hui sur Europe 1 Ariane et Béatrice Massenet, qui sont les petites nièces de Jules Massenet. Elles sont bien connues des auditeurs d'Europe, puisqu'on les retrouve le samedi de 14h à 15h pour l'émission. Cette famille, c'est le cas de le dire. Également avec nous Daniel Porte, qui est musicologue et qui dirige le cercle Loisirs Lyriques de Grenoble. Nos auditeurs connaissent bien Daniel Porte pour de tout autre sujet, puisqu'elle est aussi latiniste et enseignant-chercheur à la Sorbonne, et que généralement avec elle nous parlons de César, de Vercingétorix, de guerre des Gaules, etc. et d'Alésia. Eh bien, pour une fois, elle va nous parler de Massenet, qui est en vérité sa vraie passion cachée. Bonjour aux deux sœurs Massenet. Merci beaucoup d'être des nôtres. Bonjour. C'est un peu l'arroseur arrosé. D'habitude, c'est vous qui faites parler les gens de leur famille. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans votre famille, quand vous étiez petite, on vous parlait du grand ancêtre, on vous parlait de Jules Massenet? Quelle est sa place chez vous? Ariane Massenet. C'était moi j'ai le souvenir que très jeune, très petite, on nous parlait de ça comme une sorte de fierté. Il y avait quelques documents assez pauvres. Il y avait un buste, il y avait une photo de notre arrière-grand-mère qu'on a connue, qui était dédicacée par Jules Massenet, qui était donc son oncle. Quelques lettres manuscrites, effectivement. Une très jolie écriture, d'ailleurs. Très belle écriture, ouais. Et il y avait cette fierté, mais que nous on traduisait par comment dire, on était contente de montrer à nos petits camarades à l'école que notre nom figurait dans le dictionnaire. Voilà, on disait moi je suis dans le dictionnaire, je m'appelle Ariane Massenet et regarde, il y a Jules Massenet dans le dictionnaire, donc il fallait pas creuser plus loin. Ça les épatait les gamins? Ah oui, bien sûr, ça les épatait. Tout le monde n'a pas son nom de famille dans le dictionnaire, quel qu'il soit.
Béatrice, il ne fallait pas creuser plus loin, Non, c'est-à-dire... parce que le pire étant quand vous croisez quelqu'un qui s'y connaît réellement oui, voilà. dans la musique de Massenet, qui vous dit vous êtes de la famille, et vous répondez oui. Et là, il commence à vous interroger sur certaines œuvres et tout ça. Et là, alors là, moi, je bats un tout petit peu en retraite parce que si on nous en a beaucoup parlé, on nous a peu parlé de sa musique. Donc, on est un tout petit peu Alors, néophyte. ça, c'est justement le rôle que joue aujourd'hui Daniel Porte. Bonjour Daniel, merci d'être des nôtres. Alors, vous avez une passion dévorante pour Massenet et je vous demandais, juste avant que ne commence cette émission, pourquoi on ne parle quasiment jamais du reste de l'œuvre de Massenet. On parle toujours de tous ses opéras, bien entendu. D'ailleurs, pas de tous, de certains. Et il y en a qui sont oubliés, on y reviendra tout à l'heure. Mais pour ce qui est du reste, la musique sacrée ou profane, mais en tout cas non lyrique, on n'en parle quasiment jamais. C'est bizarre, ça? Ça n'est pas bizarre dans la mesure où Massenet lui-même avait la fibre théâtrale. Et d'ailleurs, assez souvent, on voit que lorsqu'il commet un morceau symphonique, par exemple, il y a à la fin ou bien une voix off, ou bien il y a des chœurs, parce qu'il ne peut pas se passer de la voix, en fait. Autrement dit, il compose de la musique symphonique parce que c'est un grand symphoniste, parce que, indépendamment de ses dons de musicien et de compositeur, il est aussi un chef d'orchestre remarquable. Saint-Saëns le verra d'ailleurs à ses dépens. Mais justement, il pense orchestre, il pense grande voix, et l'orchestre lui semble à lui déjà un peu mutilé s'il n'y a pas la voix. Par conséquent, c'est avant tout la voix. Oui. Et quelle voix, puisque un très grand nombre des airs, notamment des grands airs pour soprano du répertoire français, sont dus à Jules Massenet. Il est très présent finalement, car on entend souvent des morceaux, on reprend souvent ses grandes œuvres, etc. Et cependant, on en parle relativement peu. On a l'impression qu'il est un peu effacé. C'est curieux. Dans son temps, de son vivant, il a été une gloire nationale. Il est rare de rencontrer un artiste qui, de son vivant, a connu un tel succès, disons-le. Il a eu, par exemple, 10 rappels par scène ou par acte, ce que tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir eu. Il a été le familier du prince de Monaco qui a accueilli ses dernières œuvres. Mais il était tellement réservé, tellement timide qu'il n'aimait pas qu'on parlât de lui. Ce qui fait que le prince de Monaco allait de temps en temps le chercher dans les coulisses parce qu'au 14e rappel, monsieur était toujours dans sa loge et ne voulait pas venir saluer. Alors, il y a des raisons peut-être qui tiennent au fait qu'il a suscité très tôt des jalousies. Il était trop doué, il a trop bien réussi et les critiques ne pardonnent pas trop aux gens qui ont réussi, qui aiment la vie. On préfère le poète maudit, on préfère l'incompris, on préfère le personnage qui dénonce son siècle, alors que Massenet était dans son siècle, il était heureux comme il était, et il adorait aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle on en parle un peu moins, il adorait aussi la grande inspiration, genre Corneille, genre tragédie, et aujourd'hui, Corneille a un peu pâli par rapport à Racine par exemple, et la musique héroïque a un peu pâli par rapport à la musique plus tourmentée, plus sociale, si l'on peut dire. Il y a quelque chose d'infiniment français dans cet art, et c'est vrai qu'il s'inspirait beaucoup du grand siècle. C'est aussi un des penchants de la Belle Époque, il faut le dire. Il était de ce point de vue un homme de son temps, et je me suis amusé tout à l'heure à lire des extraits de ses souvenirs, parce que il y a ce style un peu empoulé, très fleuri de la Belle Époque. Parmi les opéras relativement méconnus de Massenet, on est loin de Manon, de Werther ou de Thaïs, figure Cléopâtre. Je vous propose d'écouter un petit air comme ça pour le Rimata Will, qui a choisi un certain nombre des grands airs de Massenet, en a fait une très belle compilation. Elle les chante divinement avec cette espèce de voix de mezzo qu'on vient d'entendre. Et vous avez vous-même préfacé cet album, Ariane.
Absolument, c'est une soprano d'origine libanaise qui a souhaité, à l'occasion du centenaire de la mort de Massenet, que je dise quelques mots sur Massenet, que je ne connais encore une fois, qu'on ne connaît, Béatrice et moi, pas très très bien. Arrêtez de vous excuser d'être les nièces, les arrière-arrière-petites-nièces de Il y Massenet. a quand même 6 générations entre nous, donc oui. c'est vrai qu'on l'a pas connu. Non, c'est une fierté, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas aussi bien, certainement, que Madame Porte et que vous-même, l'œuvre de Massenet. Eh bien, nous allons essayer en tout cas de donner à nos auditeurs le goût de Massenet et l'envie d'écouter un certain nombre des grands enregistrements, car Dieu sait qu'il en existe et il en ressort un certain nombre à l'occasion de ce centenaire. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire. À dire quand même sur Massenet, j'aimerais notamment qu'on essaie de percevoir un peu mieux quelle était sa personnalité. C'était un être charmant, doué d'un vrai charisme, même s'il était timide, comme nous le disait Daniel Porte. Est-ce qu'il a laissé dans la famille le souvenir de certaines manies? On sait qu'il aimait les chats, par exemple, qu'il les adorait même. Le fameux chat qui s'appelait Zizi. Et dont il trempait les griffes dans l'encre quand il écrivait à sa femme, qui était très souvent en cure thermale. Il trempait les griffes de Zizi dans l'encre pour le signer, pour signer ses lettres avec la patte du chat. Dans tout ça, il y a quand même un côté... On est dans un très grand raffinement. Je parlais de ce goût du grand siècle, de cette belle époque un peu fleurie. Il y a ça, il y a quelque chose qui nous fait penser aussi à Rostand, par exemple. On est dans le même type de personnalité. Il avait un certain nombre de lubies quand même, ce Jules Massenet, Daniel Porte. Notamment, il avait très peur, il était assez superstitieux, il avait peur du chiffre 13, du nombre 13. Oui, il refusait catégoriquement de monter dans un wagon numéro 13 quand il se déplaçait. Il n'avait jamais de chambre d'hôtel numéro 13. Il ne paginait pas ses partitions avec le numéro 13. Autrement dit, le 13 lui faisait véritablement Est-ce peur. qu'on sait pourquoi, l'origine de cette phobie? Non. Oh, c'est un peu, pour tous les gens de théâtre, le 13 et les œillets, ça porte malheur. Mais à côté de cela, il a réussi à éviter le 13 pour sa naissance. Il est né quand même un 12 mai. Mais il n'a pas réussi à éviter le 13 pour sa mort, puisqu'il est né un 13 août. Donc il avait bien raison. Il avait bien raison de s'en méfier, oui. Absolument. Et je crois aussi qu'il détestait son prénom. Ah oui, Il ne signait jamais Jules. Non. D'ailleurs, moi j'avais commencé un livre sur Massenet, c'est pour ça un peu que c'était ma spécialité. Et le titre, je l'avais intitulé « Ne m'appelez pas Jules ». Ouais. Justement. Et pourquoi n'aimait-il pas? On ne sait pas. Il a quand même prénommé sa fille Juliette. Juliette, oui, c'est ça qui est très Juliette, c'est étonnant. autre chose. Là. Alors Juliette n'a pas eu d'enfant, ce qui fait que lui a eu une descendance, mais il n'a pas eu de petits-enfants. C'est la raison pour laquelle vous êtes les arrière-petits-enfants. Si. Juliette a eu 3 enfants. Ah bon? Alors expliquez-nous. Une fille et 2 garçons, mais ce sont ces garçons qui n'ont pas eu de descendance. Ah voilà, c'est à la lignée suivante. Voilà. Et En puis, fait, ses parents, son père a eu donc 12 enfants, Jules étant le dernier, d'un premier mariage 8 enfants et d'un dont nous deuxième descendons, mariage nous. 4 enfants. Et nous descendons de la De l'autre branche. exactement, Voilà. de l'autre Voilà, branche. Oui. Mais il y a donc- eu des écarts de génération énormes, parce que sur 12 enfants, effectivement, Jules étant le dernier, ça explique que nous, on est la 6e génération. Voilà. On est étonné de voir à quel point il pouvait voyager. Et il est partout à la fois. Et lorsqu'on lit ses souvenirs, on se rend compte qu'il est toujours aux 4 coins de l'Europe. Il voyage souvent avec sa femme, pas toujours d'ailleurs. Pas toujours, non. Oui. Sa femme accompagne plutôt sa fille. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle lui, qui Elle fait était beaucoup de un cure thermale, elle, hypersensible, sa femme. Oui. justement, il Ouais. leur écrit sans arrêt j'aimerais que vous m'écriviez. Je me sens un peu seule, je me sens isolée, j'aimerais, etc., etc. Parce que sa femme et sa fille se promenaient un peu partout. Alors, il a été très précoce, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment expliquer que ce petit dernier d'une famille d'industriels de Saint-Étienne se retrouve comme ça, si jeune, au conservatoire et fasse des progrès si fulgurants dans les classes du conservatoire, Daniel Mais Porte? il était entre les mains de sa maman. Et c'est sa maman qui lui a appris véritablement le piano, qui a constaté ses dons,
Et il a déjà donné des concerts de piano, il avait 6 ans. On a une petite caricature qui le montre avec un chapeau invraisemblable d'ailleurs, un chapeau de soleil, monté sur une pile de livres et en train de jouer au piano ses premières compositions. Il avait 6 ans. Ouais. Par conséquent, c'était un jeune prodige. Mais effectivement, tout le monde s'étonnait, d'ailleurs, même Anne Besant-Massenet, qui est aussi une de ses descendances, mais de l'autre côté, si on peut dire, s'étonne du fait que dans une famille de scientifiques, si l'on peut dire, de métallurgistes, Et de il y ait militaires aussi. Pardon. Il y avait beaucoup de oui. militaires aussi. Il y avait, oui, bien sûr. Son Et- père était un ancien Oui, c'est un militaire ancien, bien sûr. avant d'être industriel. Et lui, à côté de cela, c'est le côté artistique, la fibre artistique. Alors personne ne se l'explique, mais enfin, c'était à constater. Est-ce que vous pourriez me confirmer, on nous a dit que Mata Hari, qui avait joué dans l'un de ses opéras, aurait eu une aventure avec lui. Et ça nous fascine. Et pour le ça, coup. voilà, on se dit, tiens, après tout, Je vais vous décevoir parce qu'on lui a prêté beaucoup d'aventures avec Sybil Sanderson essentiellement, avec Lucie Arbel surtout, qui d'ailleurs là on est peut-être pas si loin du vrai parce qu'il y a eu une certaine tension entre Madame Massenet et Lucie Arbel après la mort de Massenet. Mais avec Sybil Sanderson, c'était plutôt une admiration qu'il avait pour une dame qui possédait quand même le contresol. Pour Mata Hari, je ne sais pas, à vrai Qui dire. possédait le contresol. Pour les auditeurs qui arriveraient en cours, je signale que c'est donc une chanteuse qui pouvait chanter très aigu. Très haut, absolument très Merci haut. d'avoir expliqué. Oui, effectivement. Et effectivement, il avait besoin d'être amoureux, lui. Ce qu'il ne voulait pas dire naturellement non plus qu'il consomme à chaque fois. Simplement, il composait en fonction d'une héroïne, en fonction d'une chanteuse, et il ne faisait pas le départ entre l'héroïne et la chanteuse. Pour lui, c'était presque comme s'il avait été amoureux, alors d'Esclarmonde évidemment, de Cléopâtre, de Thérèse, etc. Il avait besoin chaque fois de se sentir amoureux de son Amoureux interprète. de l'héroïne, de Et l'interprète. les deux. Et aussi, d'une façon générale, des femmes. C'est un art très féminin, finalement. Tous les grands airs sont des airs pour femmes. Enfin, pas tous, mais Et presque. presque tous les Oui, titres. et tous les titres. C'est incroyable. Et lorsque la femme n'est pas là en tant que titre, elle est là quand même parce que, par exemple, pour Chérubin, par exemple, pour Cendrillon, Ce sont des d'autres, rôles. ce sont le jongleur de Notre-Dame. Ce sont des femmes qui chantent les rôles. C'est quand même assez fascinant. Hein. Ce goût, c'est très belle époque aussi, ça d'ailleurs. Bien peut-être. sûr. Et on a dit qu'il était salonnard, qu'il aimait les mondanités. En fait, non. Ce qu'il aimait, c'était plaire. Ce qu'il aimait, c'était être courtisé, mais dans le bon sens. Et il y avait une sorte d'osmose entre lui et ses interprètes, justement dans ce côté un peu salonnard, mais dans le bon sens. Oui. Il faisait l'éducation, si l'on peut dire, des gens à travers la musique de piano, à travers les dames qu'il aimait et qu'il aimait. Et il se complaisait dans cette atmosphère dans laquelle il se trouvait bien, finalement. Courtois, civil, Oui. urbain et d'une harmonie tout à fait sensible et perceptible dans sa musique. Nous parlons, vous l'avez compris, de Jules Massenet, dont on célèbre cette année le centenaire de la mort. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Dans ses adieux par ailleurs très discrets de Manon. Il était assez mélancolique finalement, votre grand-oncle, mesdames. c'est ce qu'on a dit, oui. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Pas d'une gaieté folle. Et que effectivement cette mélancolie pourrait presque s'apparenter à une certaine forme de dépression, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Est-ce qu'il était dépressif, Daniel Porte ?
pas précisément dépressif. Au contraire, il aimait tout ce qu'il faisait, mais il aimait les situations justement un peu floues, un peu en demi-teinte. Et c'était un hypersensible. Je crois que c'est un écorché vif finalement. Voilà, oui. Et il le marquait dans ses marges de composition. Alors je suis aussi allée à Aigreville et j'ai vu les compositions. Alors, Aigreville, c'était l'une ça. de ses maisons. Hein. C'était une de ses maisons, Château oui. d'Aigreville. Oui, À côté de Nevers. Resté Exactement. dans la famille pendant longtemps. Oh, jusqu'à très peu de temps. Dans les années 2000. On a vendu je la pense, maison de famille dans les 2002. années 2000, oui, Ouais. exactement. Et dans les marges de ses partitions, il écrivait toujours « Il pleut, je suis triste, qu'est-ce qui arrive ?» Il se sentait presque neurasthénique, oui. Presque Mais- féminin, je trouve qu'il Ah avait oui. un caractère très très féminin. Très féminin, absolument, oui. Mais vous voyez, on est bien dans cet esprit, dans cet état d'esprit Belle Époque, comme ça, dans ce côté tout en demi-teinte, tout en... à la fois le goût du passé et puis le goût de la réminiscence proustienne, en quelque sorte, qui devait chez lui jouer un rôle très important. Il y a constamment dans son art, et l'on trouve dans un certain nombre de ses œuvres, des espèces de résurgences, comme ça, des citations du passé, Daniel Porte. Il y a le goût de la citation chez Massenet. Il y a le goût de la citation, absolument. Et il y a le goût aussi du pastiche. C'est ça. Il aime bien quand, de temps en temps, on dresse l'oreille en écoutant une de ses phrases, on se dit tiens, je l'ai déjà entendu. Et il utilise effectivement des ressources qu'il a entendues. Il fait sien des morceaux, des petits paragraphes bien entendu, des morceaux qu'il a entendus et qui lui plaisent. Autrement dit, il y a la patte Massenet qui fait que on peut écouter n'importe quel morceau de musique, on sait automatiquement que c'est du Massenet, on ne peut pas hésiter. On peut hésiter de temps en temps, justement, en écoutant quelques petites notes à la suite, mais tout de suite, il y a cet élan mélodique qui est absolument, disons, insurpassable. Oui, qui emporte, littéralement. C'est là, justement, qu'il a apporté beaucoup de nouveau. Il a cassé la routine où c'était couplet, refrain, couplet, etc. Et il a utilisé un langage nouveau. Il s'inspirait lui-même du livret, il l'apprenait par cœur. Et une fois qu'il était imbibé de ce livret, c'est là seulement qu'il composait. Avec qui travaillait-il pour les livrets? Parce qu'on l'a vu il y en a beaucoup. Il n'avait pas de composite, disons, de librettiste particulier, mais simplement, il trouvait ce qu'il y avait de bien et de bon dans chaque livret. Et à ce moment-là, il commençait seulement à composer sa phrase musicale, c'est-à-dire que la musique n'est pas un moule préétabli, la musique vient se coller et se couler avec la phrase musicale. C'est pour cela qu'il est unique. Donc, au lieu de dire, par exemple, adieu notre petite tararara bleue, comme c'était la mode, au contraire, il y a ce grand élan, il y a N'est-ce plus ma main, etc. Jamais personne d'autre ne l'aurait fait de cette façon-là. Il y a un mouvement, une dynamique intime qui, certes, s'inscrit dans la lignée de Gounod, de La fille Bizet, de bien Gounod, on entendu. l'appelait en plus. Oui. Mais il n'y a pas effectivement, il n'y a pas d'affectation chez Massenet. C'est ça qu'on aime peut-être. C'est pour ça qu'il a finalement bien vieilli. Oh, mais il a même très bien vieilli. Il y a aussi des phrases qu'on ne peut pas oublier. Justement, vous avez très bien fait de choisir Cléopâtre, qui est un de mes préférés. Mais il y a des élans qui ne se conçoivent pas autrement, précisément parce que c'est naturel, c'est le naturel qui ressort chez lui. Quels étaient ses rapports avec les autres musiciens de son temps? Il était Vous avez très dit un aimé, mot de oui. Saint-Saëns là tout Ah à oui, l'heure, mais Saint-Saëns, c'était très oui. allusif. Hein. Saint-Saëns, disons que oui. Il s'estimait le collègue et néanmoins ami, Saint-Saëns. Mais à côté de cela, il était très ami avec Bizet. Il a d'ailleurs beaucoup souffert de la mort de trop Bizet. jeune, oui, Bien sûr. Et avec les autres, ses collègues le supportaient, on va dire, aimablement. Par exemple, César Franck, qui était dans la pièce à côté, qui donnait des leçons, n'avait jamais personne. Tous les gens étaient derrière la chaise de Massenet dans la classe d'à côté et suivaient le jeune maître. Ce qui fait que de temps en temps, César Franck se penchait dans le couloir et disait « Est-ce qu'un de ces messieurs voudrait bien venir travailler avec moi ?» Ça montre tout de suite les rapports qu'ils entretenaient. Cordiaux, mais on n'aimait pas trop Massenet justement parce qu'il avait trop de succès. Mais alors en revanche, une vraie fascination chez lui pour un certain nombre de grands écrivains. Ah oui. J'ai cité tout à l'heure comme ça au passage Daudet, dont il était proche. On sait que
que sa fille Juliette était par ailleurs à amis. l'école avec Les petits-enfants de Victor Hugo. Très hein, amis c'est avec les petits-enfants, oui. Il y a comme ça une sorte de convergence vers dans les premières années de la Troisième République, puis bien sûr ça prend de l'ampleur dans les années 1880, de toutes ces grandes plumes, que ce soit littéraires ou musicales. On a quand même connu une sorte d'apogée à cette époque, Daniel Porte, pour ce qui est de l'art Oui. en France. Oui, Massenet adorait Berlioz. Il est allé loucher un petit peu du côté de Wagner. Et il adorait aussi Corneille, ce qui fait que beaucoup de choses sont inspirées du cas de conscience cornélien, je vais dire, pas seulement de Corneille, mais du cas de conscience cornélien. Et il y avait Goethe, bien évidemment, pour ce qui est de Werther, il y avait Cervantes pour ce qui est de Don Quichotte. Autrement dit, il y a cette sorte de résurgence du passé que pratiquent beaucoup de musiciens qui s'entendaient, peut-être à cause de l'influence d'Ambroise Thomas d'ailleurs, qui s'entendaient pour utiliser les mêmes choses et pour donner un éclat particulier au XIXe siècle. Est-ce que vous avez été beaucoup sollicité, Béatrice et Ariane Massenet? Est-ce qu'on vous a demandé pour cette année du De chanter, centenaire non, pas encore. de chanter, ce sera un joli scoop, Non, j'aurais mais adoré. si vous voulez, on peut le faire maintenant. Allez-y en direct sur Europe 1. Je peux faire le contralto si vous voulez. Il y a des manifestations en tout cas, hein. Il y a des expositions Oui, il y a une de quelques exposition à reprises. l'Opéra Oui. Garnier. Enfin non, qui est finie d'ailleurs, je pense, celle de l'Opéra Garnier. Oui, elle est finie. terminée. Et il y a une exposition à la Bibliothèque Musée de l'Opéra. Oui, c'est jusqu'au 13 mai. Voilà, je suis en train de Le 13. jusqu'au 13 mai. Vous voyez, on peut encore la Chiffre on 13. peut encore la voir, décidément. Et puis des concerts à l'occasion du centenaire, etc. dans plusieurs régions. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site www.massenet2012, tout attaché, massenet2012.com. C'est le site de l'association Massenet International, dont j'imagine que vous faites partie, Daniel Porte. Naturellement. Ah, évidemment. J'ai même été invitée justement à Aigreville par Madame Besson-Massenet, Anne Besson-Massenet, qui s'est occupée très longtemps et qui s'occupe d'ailleurs toujours de la survie des œuvres de Massenet. Mais j'y suis arrivée la veille. Je m'étais trompée de jour pour le colloque. Et oui. Ce qui fait que j'ai eu le château d'Aigreville pour moi toute seule, bah oui, Madame voilà, Massenet c'était étant pas partie mal. faire des courses. Et oui, pour le saumon coulibiac. J'ai encore un souvenir du saumon coulibiac du lendemain. Ce qui fait que j'ai épluché des œufs en même temps que la maman de Madame Massenet. Et que pour le reste, j'ai eu à ma disposition tous les meubles et tous les objets de Massenet. C'est d'ailleurs un scandale que c'est été vendu, à mon avis. Tout ça a été La France aurait dispersé, pu en faire fait. quelque chose. Ah Oui. oui, 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 absolument. Il aurait fallu faire un musée Massenet. Voilà une Mais bien grande sûr. cause à côté de laquelle vous êtes Donnez-nous un tout passé. petit peu d'argent, voilà, mon cher Franck. Peut-être qu'on pourrait trouver chez nos auditeurs des passionnés qui pourraient investir C'est dans vrai un que beaucoup musée de choses ont été Massenet. dispersées. Oui. Où faudrait-il l'installer maintenant? Ce serait la grande question. Ce Chez serait moi. compliqué. Eh ben voilà, pourquoi pas. C'est une proposition, vous avez compris qu'elle est faite maintenant. Avis aux amateurs. Si l'on devait garder de l'œuvre de Massenet, alors je mets tout de suite à part la méditation de Thaïs, qui doit être un des morceaux les plus joués dans le monde chaque jour. Bon, mais si on met à part cette méditation avec laquelle nous avons commencé, qu'est-ce que vous garderiez, vous, Daniel Porte, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs là, les gens qui vont aller en discothèque, enfin dans chez un marchand de disques cet après-midi, ou qui vont télécharger sur Internet, qu'est-ce que vous leur conseillez? Je leur conseillerais des choses qui sont inaccessibles. Autrement dit, Roma, qui a été, je crois, à son apothéose et qui est véritablement magnifique. Je leur conseillerais Esclarmonde pour changer un petit peu. Je leur conseillerais Thérèse, qui au contraire est de la violence, disons, républicaine et révolutionnaire. Et puis à côté de cela, les féeries. Il y aurait Cendrillon, il y aurait Chérubin, il y aurait pas mal de choses où tout se passe chez les fées et qui donc sont un univers très spécial. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur Massenet. Merci beaucoup à Ariane et Béatrice Massenet d'être venues nous parler du tonton. Comme moi, je suis un passionné, évidemment, de Corneille.
toujours interprétée divinement par Maria Callas. Notre Chimène à nous est arrivée dans le studio. Il y a beaucoup de femmes autour de cette table aujourd'hui. Bonjour Elena. Vous n'êtes entouré que de Une fois de n'est pas femmes. coutume. Bonjour Franck, bonjour à tous. 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 Franck